Bonjour et bienvenue à Cette semaine en Louisiane et Cette semaine en Louisiane, édition spéciale Noël. Alors tout de suite après ce bulletin de nouvelles, nous allons faire des entrevues avec du monde qui sont très impliqués dans le mouvement français en Louisiane. Maintenant, les nouvelles. Le gouverneur Edwin Edwards a annoncé que l'État a fini l'année fiscale de 1993-1994 avec un surplus de 214 millions de dollars. Edwards a dit que le lagniappe est dû à une augmentation en taxes de vente et du fait que les agences de l'État dépensent moins. Le gouverneur a rappelé que l'année passée, l'État a connu un surplus de plus de 100 millions de dollars. Cet argent était utilisé pour des projets de développement économique et pour payer des shérifs. Billy Tauzin préfère rester et bagarrer au lieu de changer. Il a annoncé dernièrement à Baton Rouge sa décision de rester démocrate, au moins pour le moment. Il a aussi souligné que d'ici un an, les leaders du Parti démocrate doivent changer leur traitement des membres conservateurs du parti, ou bien il pourrait changer son allégeance pour le Parti républicain. Tauzin est connu comme un des démocrates le plus conservateur dans le Congrès, et il y a des années que les républicains essaient de convaincre Tauzin de changer de parti. La tentation est devenue plus forte après le 8 novembre, où les républicains ont saisi le contrôle du Congrès pour la première fois depuis 40 ans. Avec le changement du pouvoir au Congrès américain, certains des représentants démocrates de la Louisiane perdent le pouvoir, tandis que certains d'autres, les républicains, en gagnent. William Jefferson de la Nouvelle-Orléans perd sa siège sur le puissant comité qui écrit les lois sur les impôts, le Ways and Means, mais Bob Livingston est le nouveau président du comité budgétaire. Billy Tauzin n'est plus le président des sous-comités sur la marine marchande et pêcherie, mais il gagne la siège comme membre principal de la minorité sur le comité de ressources naturelles. Richard Baker, républicain de Baton Rouge, devient le nouveau président du sous-comité sur le système bancaire, mais le démocrate Jimmy Hayes perd sa position sur le comité pour les opérations gouvernementales. On se pose des questions sérieuses dans les affaires du sénateur Charles Jones de Monroe. Selon un reportage qui a apparu dernièrement dans le journal de Monroe-West Monroe, le News Star, une corporation à but non lucratif de Jones, le Delta Economic Energy District, ou le DEED, remboursait des membres du personnel de Jones pour des services tels que des lavages et des réparations d'automobiles. Le DEED a été créé avec une subvention du département du développement économique de 300 000 $ pour développer un plan de zone de Rural Empowerment qui comprend une portion du nord-est de la Louisiane. Selon l'article, le DEED a aussi soumis pour remboursement des reçus d'essence pour plus de 1 400 $ et que la plupart des reçus n'indiquent pas la raison pour le voyage ni le millage couru, non plus si le voyage était d'affaires ou personnel. D'autres documentations montrent que DEED a payé un choral de Baton Rouge 1 500 $ pour chanter à une réunion municipale à Greenville et encore 500 $ pour que le groupe passe une nuit dans un motel à Greenville. En plus, DEED a payé 1 659 $ pour faire venir une actrice de New York à une réunion à Greenville. Et avec les accusations de népotisme, de conflit d'intérêts plutôt, et d'impropriété du sénateur Jones, le sénateur a annoncé qu'il démissionnerait du DEED. Mais même cela serait à discuter maintenant puisque le district d'énergie économique Delta n'aura pas sa désignation comme zone de Rural Empowerment. La décision de Washington est que les 40 millions de $ seront dépensés ailleurs au pays. Mais bonne nouvelle pour quelques régions de la Louisiane qui connaissent un taux élevé de pauvreté. Le fédéral a décidé de désigner 4 communautés comme zones d'entreprise. Elles sont la Nouvelle-Orléans, la paroisse de Ouachita, la paroisse de Madison et une région qui comprend les paroisses de Morehouse, Franklin, Catahoula,
Concordia et Tensa. Ces communautés seront éligibles pour 3 millions de dollars fédéraux désignés au développement économique. Une des plus grandes utilités électriques de l'État, Cajun Co-op, a pris le chemin de banqueroute. Dans les papiers déposés dans la Cour fédérale des faillites, Cajun Electric Power Cooperative Incorporated a déclaré que son insolvabilité est due à un investissement inattendu qu'il était obligé à faire. C'était cet investissement de plus de 1 milliard de dollars dans la centrale nucléaire troublée à River Bend qui a poussé des régulateurs de l'État a ordonné une réduction dans les taux des clients de Cajun Co-op. La coop a dit qu'il n'y aura pas d'interruption de service aux 300 000 abonnés pendant le procès de faillite. Un pipeline de gasoline a rupturé dans la rivière Rouge près de la ligne paroissiale entre les paroisses de Natchitoches et Rivière Rouge mardi le 19 décembre. Plus de 40 000 gallons d'essence ont été versés dans la rivière. On a réussi à arrêter la fuite, mais l'essence continuait à descendre la rivière. Les officiers du département de qualité environnementale mènent une enquête dans l'incident. Le premier programme d'échange d'armes à feu à la Nouvelle-Orléans, Guns for Goods, a connu un succès mitigé la semaine dernière. Le problème, trop de guns et pas assez de goods. Tous les 9 000 $ de certificats sont disparus pendant la première heure dans les 7 stations de police en ville et 2 bureaux du shérif de la paroisse de Jefferson. On a collecté 184 armes à feu, mais le président de l'opération Hope, M. John Royce, a dit qu'ils ont besoin de plus de support de la communauté. Ils souhaitaient rassembler 30 000 $ et en dons privés, c'est-à-dire, mais ils n'ont même pas eu le tiers. L'ancien président du Conseil pour le développement du français en Louisiane, le Dr. John Bertrand, a passé la flamme au nouveau président, l'avocat Warren Perrin de Lafayette. C'est le Dr. Bertrand de Crowley qui a été nommé président du Code de Fil par le gouverneur Edmund Edwards en 1988, après le décès de James Domonjo. Aussi membre et ancien président du Board of Elementary and Secondary Education, le Dr. Bertrand a été instrumental dans l'établissement du programme de langues étrangères dans chaque paroisse de l'État. L'année passée, il y avait 80 000 enfants qui étudiaient le français en Louisiane. Mais le Dr. John gardera sa place sur le conseil du Code de Fil et la directrice de l'agence, Mme Erline Broussard, en est reconnaissante. Elle dit que le Dr. Bertrand a été aussi instrumental dans le procurement de fonds pour le Code de Fil, même pendant des années de vaches maigres et des coupures budgétaires. Et restez à l'écoute tout à l'heure parce qu'on va interroger le Dr. Bertrand sur son histoire avec le Code de Fil. Le 3e casino indien en Louisiane est prêt à ouvrir ses portes le 16 janvier. Le grand casino Coshada est vraiment grand, 110 000 pieds carrés, et il se trouve à 3 000 au nord de Kinder. Le projet a connu un conflit au début quand un groupe de membres de la tribu a opposé la construction du casino. Mais selon le président de la tribu Coshada, Lovelin Pancho, toute opposition est terminée. Il y aura 1300 employés au casino. M. Kirk Mattle, porte-parole du Grand Casino, dit qu'il y aura 1200 machines manchottes, 10 tables de poker, 4 tables de craps, ainsi que d'autres jeux. Et on pourrait y jouer 24 heures sur 24. Mattle a dit qu'on projette un amphithéâtre et des spectacles avec des artistes célèbres. Le président de l'université Louisiana Tech a décidé de retirer sa candidature pour la présidence de l'université Clemson. Le président de l'université à Ruston, Dan Renault, a dit qu'il est chez lui et que son amour pour la tech et son engagement pour l'avenir de l'école étaient la motivation derrière sa décision. Renault, un ingénieur biomédical qui a eu sa formation à l'université de Pennsylvanie et à l'université de l'Alabama, est devenu président de Louisiana Tech en 1987.
Et pendant qu'on tire des armes à feu à la résidence nationale qui est la Maison-Blanche, à Washington, ici en Louisiane, on a tiré sur le cousin du symbole national, l'aigle d'or. Dans la paroisse de Jeff Davis, un homme de Fenton a découvert le grand oiseau au mois d'octobre dernier sur un chemin de gravier et il l'a capturé assez facilement étant donné l'état très faible de l'aigle. On s'est aperçu que l'oiseau a été atteint d'une balle de petit calibre, alors on l'a envoyé aux zoos d'Audubon à la Nouvelle-Orléans où il a passé 2 mois de rétablissement. D'après Tammy Saint-Germain du service US de Fish and Wildlife, les aigles d'or ne sont pas communs en Louisiane. On les trouve plutôt dans l'ouest des États-Unis. Mardi dernier, on a relâché l'aigle dans le refuge national de faune à Lacassine. Le grand oiseau avait l'air tout à fait rétabli. L'agence a ajouté qu'il y a une récompense offerte pour de l'information qui pourrait aider à trouver la personne qui a tiré sur l'aigle d'or. Et une histoire de chien dans le sud de la Louisiane, le chanteur de rap Snoop Doggy Dogg s'est fait d'abord chasser par le maire de Lafayette, qui avait déjà beaucoup de chiens à fouetter, et dernièrement, un groupe qui ne croit pas au proverbe « chien qui boit ne mord pas » a essayé d'interdire Snoop de présenter un concert de rap au lac Charles. Mais c'était vraiment un autre chien qui a mis le collier sur Snoop, un chien de drogue qui a senti de la marijuana dans la chambre d'hôtel du chanteur. Snoop, qui s'appelle vraiment Calvin Brodus, et 3 membres de son band ont été chargés de possession de pot, selon le shérif de la paroisse de Calcasieu, Wayne McElvin. Le concert au lac Charles a été terminé, ou plutôt annulé. Et l'ouvrier le plus vieux de la Louisiane, M. Joseph Loulou Borel, est mort le 20 décembre à l'âge de 96 ans à Jeanneret dans la paroisse d'Ibéry. M. Borel a ouvert sa boutique en 1919 où il spécialisait dans la réparation de moteurs, surtout des tondeuses de gazon. En 1992, le lieutenant-gouverneur, Mme Melinda Schwegman, a présenté M. Borel avec la distinction de l'ouvrier le plus vieux en Louisiane. M. Borel était inventeur qui a même précédé Einstein quand il a eu un brevet d'invention pour la bombe atomique. Et ça, c'était lors de la Première Guerre mondiale. Mais M. Loulou était surtout connu pour son invention en 1952 d'un Père Noël de grandeur humaine qui marchait et qui parlait et qui était fait des vieilles pièces d'auto et de tondeuses. Ce grand Santa Claus a rendu la saison de Noël très magique pour beaucoup de jeunes, moi-même y compris. Alors, vous allez nous manquer, M. Loulou. Et c'était comme ça les nouvelles pour cette semaine. Et restez à l'écoute parce qu'on revient dans 30 secondes pour rencontrer les amis du français. Non, je te dis, je vais rien faire. C'est moi à parler, c'est moi à la mettre à la maison. Et moi, je te dis que tu vas jamais plus dans un couvent que de rester avec quelqu'un comme toi, oui. Mais je te dis, moi, je suis fier d'être Cajun. Et être capable de parler la belle langue française, ouais. Hey. Oui, et nous autres, avec le théâtre Cajun, on est très heureux d'essayer de continuer de préserver notre culture et notre héritage ici en Louisiane. Bonjour encore, et je suis ici maintenant avec le Dr John Bertrand, l'ancien président du Cours de Fil. Dr Bertrand, bienvenue à cette semaine en Louisiane. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Alors, vous êtes président du Cours de Fil depuis 1988. 88, oui. Après le décès de M. Jimmy Domangeau. Avant ça, j'étais le vice-président, M. Domangeau, oui. Comment ça a commencé, le Cours de Fil? C'était, je ne vais pas dire un rêve, mais M. Domangeau s'est aperçu qu'on était préparé la langue française ici dans la Louisiane. On était préparé les coutumes, la culture, et ça fait lui seulement qui était responsable d'aller à la législature. Et il a fait créer l'agence de Cours de Fil.
Et après ça, il a été à la France, il a été à la Belgique, il a été au Canada. Il dit on a beaucoup de besoin de l'aide dans la Louisiane. Et jamais c'était le professeur qui pouvait faire ça, parce que si ça ne gênait pas avec qui il parlait, ça aurait pu être le président des États-Unis ou n'importe qui d'autre. Ça ne fait pas de différence. Ça fait. Il a été là-bas lui-même. Il a dit on a besoin des enseignants pour venir à la Louisiane, pour montrer le français à nos élèves, là, parce que si vous autres ne venez pas, c'est perdu. Vous autres soyez fiers de la langue. Si vous autres soyez fiers, il faut que vous mettez de l'argent dans le projet. C'est comme ça a commencé. Et vous êtes devenu président en 88. Alors, pour les 6 ans que vous y étiez, quels sont les accomplissements les plus importants, d'après vous, qu'a fait le Coup de fil? Je crois que le plus important, c'est dans le domaine de l'enseignement du français. Parce que avant que j'ai devenu président, avant que j'étais sur le Board of Elementary and Secondary Education, c'était volontaire. Et on n'avait pas beaucoup de paroisses qui avaient le programme. Parce que ça ne le voulait pas, ils n'avaient pas pour l'avoir. Comme un membre du Board of Elementary and Secondary Education, j'ai passé un mandat parce que c'était obligatoire d'enseigner le français dans toutes les paroisses de la Louisiane. C'était plus volontaire, il fallait que ça enseigne le français. Et je crois probablement ça, c'était la plus grande chose que moi j'ai fait. On voit aussi que on a battu sur les affaires que Jimmy Demargeau avait commencé. La musique cajun, le manger cajun, on connaît que l'histoire pour les deux, c'est tout partout dans les États-Unis. Vous avez fait des grandes avances dans les jumelages de les villes de la Louisiane avec le Canada, la Belgique, la France. On voit aujourd'hui une fierté qu'on n'a pas vue depuis des années et des années. Et tout le monde est fier de parler français. On voit les fêtes de Mardi Gras dans toutes les petites villes. Et nous, on disait le Mardi Gras, moi-même, ça fait passer des frissons quand les télévisions appellent ça Fat Tuesday, mais dans le pays de les Cajuns, c'est pas Fat Tuesday, c'est Mardi Gras. Et ça, c'est aussi c'est une grande avance. Je crois qu'on est arrivé et on est fiers de faire tout ça. On est fiers d'être le Louisianais, on est fiers d'être Cajun. Et qu'est-ce que Jimmy Demargeau, s'il est rentré ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez qu'il dirait du Coup de fil? Je crois que Jimmy serait fier du Coup de fil. Il serait fier de ça qu'on a fait, mais il serait toujours pas satisfait, moi-même non, parce que c'est principalement dans les paroisses acadiennes. On va dans le nord de la Louisiane, ça instruit le français, mais ça ne le parle pas. Ça fait, lui, il ne serait pas content que la langue française serait tout partout dans la Louisiane. Il aurait aimé que partout en Louisiane... Bien sûr, oui. Parce que c'est quand même notre héritage, son rêve, là, que ce soit à Pierre-Part ou Mer-Rouge dans le nord de l'État. Il n'y a pas de différence, les deux, oui. Oui. Et puis, est-ce qu'il y aurait peut-être des secteurs maintenant, vous avez beaucoup de... Vous avez intervenu beaucoup dans le domaine de l'éducation, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs, peut-être que le Coup de fil, aujourd'hui, pourrait œuvrer davantage? Ben, je crois que les affaires éducatives, c'est bien maintenant. C'est plus de problème. Et je crois peut-être que le Coup de fil devrait promouvoir les affaires économiques. Le tourisme, nous avons déjà des milles de Français qui viennent à la Louisiane. Et la culture,
pas seulement l'enseignement du français. Je crois que c'est l'heure qu'on sépare Courtefield, c'est pour dire le parasol pour toutes les affaires qui se font dans l'État, pour préserver la langue, la culture, les coutumes de français. Alors maintenant, Dr. Bertrand, quels sont vos projets là? Vous restez toujours sur le conseil du Courtefield, vous restez toujours sur le Bessie Board, n'est-ce pas? Oh oui, oui. J'espère de continuer à travailler pour Courtefield, parce qu'il y a toujours des affaires que je peux faire. Je serai le voir de Courtefield sur le Bessie Board pour voir qu'on a les fonds pour continuer d'enseigner les enfants. Je suis actif déjà dans le jumelage de Belgique-Louisiane. Et bien sûr, certainement, je vais aider à notre nouveau président, Warren Perrin, tout ça je peux. Je serai là quand il va appeler sur moi. Bon, ben, moi, personnellement, je vous remercie pour tout le bon travail que vous avez fait. Et je suis sûr que vous allez rester dans les cœurs de beaucoup de Louisianais qui parlent français ou non. Vous avez touché à beaucoup de monde. Alors, félicitations pour votre bon travail et bonne chance pour l'avenir. Merci, Jean. Alors, on va revenir dans 30 secondes avec quelques mots avec le nouveau président du Courtefield et la directrice. Becky? Ta mère m'a dit que tu avais été voir le docteur aujourd'hui? Mom, it's Grandma. Come and talk to her. She's talking French now. Oh, she's saying. Becky? Hello? Ta mère m'a dit que tu avais été voir le docteur aujourd'hui? Oh, Maman! Qu'est-ce que le docteur a dit? C'était un petit fièvre, mais un médage, je crois. Nous sommes de retour avec le nouveau président du Courtefield, M. Warren Perrin, et la directrice, Mme Earlene Broussard. Alors, bienvenue les deux, et félicitations, M. Perrin, de votre nouveau poste comme président du Courtefield. Et Earlene, bienvenue. On sait que vous êtes ici comme directrice du Courtefield depuis 92? 92. 92. Alors, M. Perrin, pourriez-vous nous dire un peu qui vous êtes, ce nouveau président du Courtefield? D'où venez-vous? Je suis un avocat, j'ai 47 ans, mais tout a commencé quand j'étais né, dans l'année 1987. J'étais né dans la paroisse Vermillon, la région là s'appelle la Prairie Grecque. 1947 probablement. Hein? Oui, 47. Oui. Ça c'est dans la paroisse de Vermillon? Oui. Et le petit ville là s'appelle Henri. Et j'ai été élevé par une famille qui faisait les récoltes. Et mon père travaillait aussi pour une compagnie d'huile. Et j'ai gradué de la petite l'école Henry. J'ai fini 3e dans mon classe, mais on avait juste une douzaine d'étudiants. Ça fait. Et après ça, j'ai fait mes études ici à Lafayette, à l'Université du Sud-Ouest de la Louisiane. Et après ça, j'ai étudié à l'Université de l'État à Bâton Rouge, à LSU, et j'ai réussi mon degré dans le droit. Et j'ai été accepté par le barreau dans 1972, et après ça, j'ai travaillé pour un an pour un juge, et après ça, j'ai commencé mon pratique ici à Lafayette et aussi à Hérat, une petite ville dans la paroisse Vermillon. Nous sommes au courant pas un procès, mais une pétition que vous faites actuellement, très célèbre. On en parlera plus tard. Oui. Madame Broussard, Earlene Broussard, vous venez de la même paroisse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais moi, je viens un petit brin plus à l'ouest, entre Kaplan et Guédan, au Marais-Castille, plus précisément. Marais-Castille. Voilà. Et vous avez fait l'école là-bas? J'ai été professeur de français, d'espagnol, d'anglais, bibliothécaire dans une école, dans la paroisse Vermillon. Et je reste officiellement toujours dans la paroisse Vermillon.
J'aime bien dire que officiellement. je suis fille de Vermillon. Ah, ben, c'est bien. Et puis, Monsieur Perrin, et comment ça se fait que vous avez commencé à vous impliquer dans ce mouvement, ce grand mouvement de la renaissance du français en Louisiane? Qu'est-ce que c'est le début de cette histoire pour vous? Comme beaucoup de gens, je ne parlais pas français quand j'étais petit. Je ne voulais pas faire ça du tout. Je voulais être anglais, américain. Mais tout a changé quand j'ai commencé à travailler pour un juge à Cleveland Flouget de la ville plate. Il était le chef des juges à Lac-Charles pour la cour d'appel. Et j'ai eu la chance pour travailler avec cet homme et il m'a changé la vie. Il m'a donné d'être fier de mon culture et l'histoire des Acadiens. On parlait souvent de ça, moi et lui. Et ça commençait avec lui. C'est intéressant. Et est-ce qu'il est toujours vivant? Non, il a mouru à peu près 2 ans passés. Ah bon, ah bon. Alors, vous avez connu M. James Domangeau par après? Oui, un de mes oncles a travaillé avec lui et j'ai tout le temps attendu de l'histoire de lui. Et quand j'ai fini l'école et j'ai eu mon licence pour pratiquer la loi, j'ai venu et on a fait les connaissances et on a parlé souvent, moi et lui. Et c'est un grand honneur pour être sélecté par le gouverneur pour essayer de faire un job comme lui il a fait. Il était comment, Jimmy Domangeau? Vous l'avez connu personnellement. Comment est-ce qu'il était comme homme? Oh, c'était un homme qui avait tout le temps beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Il aime parler avec les jeunes avocats. Il avait beaucoup des avocats qui travaillaient pour lui. Il aimait parler des Acadiens et la francophonie. Ça, c'était son direction dans la vie. Ils vivent pour ça. Et ça m'a donné l'idée que c'était très important pour continuer le travail comme ça. Est-ce que vous voyez une différence dans le Conseil pour le développement du français en Louisiane aujourd'hui comparé à ce que c'était dans le temps de Jimmy Domangeau? Well, je crois que c'était la condition de la langue, c'était terrible. Et les premières 25 ans de Code de Fil, c'était pour sauver la langue. Et la vision que j'ai avec Code de Fil aujourd'hui, c'est pour agrandir le travail, pas seulement pour la langue, le langage, mais pour le tourisme, la culture, l'histoire et autres. Et pas juste pour les Acadiens, mais pour tout le monde dans l'État. Pour les créoles de couleur du monde français et les Acadiens, les Cajuns, tout partout dans l'État. Nous savons que Erling Broussard, vous avez déjà parti un programme qui s'appelle Cible 2000, qui touche un peu ce que M. Perrin disait dans les secteurs différents. Pourriez-vous peut-être élaborer un peu sur ce programme? Mais tout à fait. Depuis 2 ans et demi, nous avons nous avons essayé, nous avons lancé autant de projets possibles pour cibler les projets. Par exemple, avec le C, on disait c'était vraiment établir de la bonne communication, d'essayer de vraiment trouver les moyens de collaborer ensemble, de regrouper toutes les associations qui voulaient participer à cette mission du développement du français en Louisiane. Le I, c'était vraiment investir les Franco-Louisianais, les Cajuns, les créoles de couleur, tout le monde, avec les moyens, les outils de participer. Et une des choses qui est très importante là-dedans, c'était le L, par exemple, c'était rendre les gens assez lettrés pour qu'ils puissent participer à ce mouvement. Parce que si les Cajuns, les Franco-Louisianais savent parler un français
très bon français. Et s'ils pourraient lire un tout petit peu, ils pourraient participer beaucoup mieux à aider à leurs enfants et à leurs petits-enfants qui sont dans les programmes d'immersion, qui sont dans les écoles, à apprendre beaucoup plus de français. Et le B, c'était que le choréphile voulait être beaucoup plus serviable. Il voulait beaucoup de bienveillance. Il voulait pouvoir fournir du soutien à toutes les associations qui veulent œuvrer pour développer et promouvoir le français. Et naturellement, pour faire tout ça, pour organiser les gens, pour les permettre d'avoir les bons outils de travail, pour vraiment les rendre lettrés, les impliquer dans tout moyen d'éducation, il fallait avoir les outils économiques. Alors le L, c'est pour l'argent peut-être? Oui, c'était le E vraiment qui était pour avoir les moyens économiques. Alors, nous avons fait le maximum possible de promouvoir les projets, d'essayer de viser des nouvelles directions. Comme a dit le professeur Bertrand, et comme le dit maintenant le nouveau président, nous avons, dans le 25e anniversaire, déclaré que l'établissement du réseau d'éducation est fait. On a réussi ça. On a le français dans les écoles et nous sommes continuellement en train de bâtir ce programme. Mais le projet maintenant, c'est que d'assurer, comme dit notre président, qu'il y aura le moyen de travailler en français et pas seulement comme professeur dans une école. On aura le moyen de porter un soutien à l'industrie du tourisme, dans les restaurants, dans les hôtels, avoir des gens qui parlent français, pouvoir espérer que beaucoup plus de francophones vont venir nous visiter et ils vont pouvoir se faire servir en français par des Louisianais qui parlent le français unique en Louisiane et qui charment tout le monde. C'est ça qu'on voudrait assurer la place du français dans l'avenir avec un pouvoir économique parce qu'à la fin de compte, il faut que l'argent aussi, faut que le français rapporte de l'argent, il faut que ça soit important dans la vie économique de tous les citoyens. Alors nous essayons de continuellement bâtir maintenant la fondation pour un réseau de tourisme culturel en français. Et ça pourrait même avoir des effets non seulement dans les 20-22 paroisses de l'Acadiana, mais à l'extérieur, aussi bien qu'à Shreveport qu'au Lac-Charles. Hein? Voilà, c'est-à-dire que tout l'État jouit vraiment de cet héritage francophone. Tout au long de la rivière Mississippi, il y a eu des faits historiques très importants pour dans la découverte de la Louisiane. Il y a eu dans tout l'État des choses qui s'est passées dans l'histoire de la Louisiane. Et maintenant, nous sommes très heureux, très contents de vouloir célébrer le tricentenaire de la première colonie permanente en Louisiane. Et ça s'en vient en 1999. Alors, il y a des choses planifiées, des choses spéciales planifiées peut-être en 99? C'est-à-dire nous sommes en train de collaborer, de coordonner des événements avec les autres comités d'action pour la célébration des faits historiques. Mais nous avons aussi cet été, Monsieur le Président et beaucoup d'autres ont participé au Congrès mondial acadien et nous avons lancé une invitation de venir faire ce congrès ici en Louisiane, n'est-ce pas? Absolument, c'était une très très belle
à faire et on va commencer à travailler et Codeville va être principalement en charge d'être sûr qu'on réussit avec peut-être le deuxième congrès mondial. Alors, il y a des fortes possibilités que le congrès mondial, le deuxième congrès mondial acadien pourrait avoir lieu ici en Louisiane. Et c'est notre rêve. Oui, mais espérons que ça se réalise, ce beau rêve. Et quand on parle du fait français en Louisiane, bien sûr, on parle aussi d'autres régions, que ce soit à Monroe ou la paroisse La Fourche, dans les paroisses Cadeau, Bossier. Est-ce que le Codefil, souvent, je dis souvent, mais occasionnellement, on entend des remarques des gens qui disent que le Codefil, c'est trop centralisé dans le sud et surtout à Lafayette. Est-ce que dans votre manière de voir la vision du Codefil, est-ce qu'il y aurait une certaine décentralisation du Codefil? Oui, on va travailler pour ça. C'est une de mes idées pour faire Codefil comme le parasol de tout dans l'État qui est francophonie. Et pas juste ici, à Lafayette et les paroisses autour d'ici, mais tout partout dans l'État. Tout le monde qui est francophonie, tout le monde qui parle la langue française et le monde qui aime l'héritage et la culture francophonie. Mais il faut dire que ça peut devenir une réalité uniquement s'il y a les moyens financiers. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de projets, ce n'est pas des idées qui manquent, ce n'est pas la vision, ce n'est pas non plus des gens qui sont prêts à se donner pleinement à ces actions. Mais pour pouvoir, par exemple, avoir des bureaux satellites à Ruston, à Shreveport, même à Pierre-Part, dans la paroisse La Fourche, au lac Charles, pour pouvoir vraiment répondre aux demandes des gens qui voudraient voir des actions beaucoup plus détaillées dans leur région, parrainées par le Codefil, il faudrait les moyens financiers. Et jusqu'à date, nous avons eu que les moyens d'avoir un bureau avec les coupures budgétaires que nous avons eues. Nous avons maintenant 4 employés, 5 employés et demi. Et alors, c'est très difficile d'envisager beaucoup de missions à l'extérieur de l'Acadiana. Déjà, les missions à l'intérieur de l'Acadiana sont assez limitées. Mais nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons sûrement beaucoup travaillé l'idée que la Louisiane a un trésor dans cet héritage francophone. Et la Louisiane peut bénéficier de tous les Franco-Louisianais, mais ce n'est pas une ressource qui durera toujours. Il faut quand même la cultiver. Et la Louisiane a sûrement, comprend sûrement combien toute cette ressource-là peut aider à non seulement le pouvoir économique, au tourisme, mais également pour sauver un héritage, l'identité francophone et sauvegarder une partie très importante du patrimoine louisianais. Et en parlant du patrimoine louisianais, nous savons que Maître Perrin, vous avez amorcé une pétition intéressante il y a quelques années, je crois, qui avait comme effet de demander à la reine d'Angleterre d'offrir des excuses pour le grand dérangement des Acadiens de l'Acadie au Canada en 1755. 2 questions. D'abord, peut-être la plus importante, c'est
est-ce que ce rôle d'avocat de votre profession privée, est-ce que ça pourrait présenter un conflit avec votre nouveau statut comme président du Code de Fil? Et deuxièmement, où est-ce qu'on en est dans cette pétition aujourd'hui? Non, ça ne va pas me donner des problèmes parce que je ne vais pas user du Code de Fil pour avancer mon cause, mon pétition. Mais le cause et la pétition va marcher toujours. J'ai beaucoup d'aide, j'ai beaucoup des avocats de tout partout dans le monde qui m'aident, qui me donnent du conseil pour ça. Et j'ai été invité pour adresser le congrès mondial à Upasset. C'était un grand endorsement pour mes travaux sur ça. Et la pétition ne cherche pas l'argent, c'est juste, ça cherche pour un excusement parce que la déportation, c'était un mal terrible. Pour pas juste les Acadiens, mais pour tout le monde. C'était une blessure pour tous les droits hommes dans le monde. Et ça ne fait pas de différence que ça arrivait proche trop longtemps passé. C'est une histoire, il ne faut pas oublier ça. La législature de la Louisiane a passé une résolution l'année passée et ça me supporte avec mes travaux. Ça me donne beaucoup d'encouragement pour continuer, mais les travaux pour la pétition ne vont pas être faits dans le Code de Fil, ça va être fait dans un autre venue et avec l'aide de beaucoup des avocats et des historiens du Canada, de la France, Belgique, Luxembourg, l'Afrique, l'Allemand, Roumanie et aussi les États-Unis. Oui, la cause est une cause générale. C'est comme les droits de l'homme. Oui, justement. Et maintenant, c'est dans quel stade la pétition? Est-ce que vous dialoguez toujours entre vous et l'Angleterre? Oui. Je suis encouragé parce que ce n'était pas nécessaire encore pour traîner ça au tribunal, au cours, comme on dit en Louisiane. Mais on discute en privé avec des avocats de Houston, Texas, qui ont été engagés par la reine et l'Angleterre. Et il y a beaucoup du monde qui écrit des lettres en support de cette cause. Et si ça commence, quand ça marche comme ça, je ne vais pas traîner ça en cours. Je suis toujours encouragé, mais je suis prêt pour aller en cours si c'est nécessaire. On va suivre ça de très près. Maintenant, auriez-vous peut-être des mots pour les gouvernements de l'extérieur qui nous aident dans nos efforts à promouvoir le français en Louisiane, que ce soit la France, la Belgique, le Québec, l'Acadie, le Nouveau-Brunswick? Est-ce que j'oublie quelqu'un là? Non, c'est ça, c'est parfait. Comme nouveau président de... Oui, on a eu beaucoup d'aide les gouvernements de Québec, les maritimes, de Canada, Belgique, la France, et on va continuer de travailler avec ces gouvernements. Et je pars pour aller pour une semaine, le 28 de décembre, pour aller au Canada. Je vais être dans des meetings avec des officiels du gouvernement de Québec. Et je vais travailler dur pour continuer les programmes qui marchent bien avec le support de ce gouvernement. Bon, alors, on vous souhaite beaucoup de chance dans ces ententes, ces rencontres avec nos amis. Et on vous félicite pour votre place maintenant comme nouveau président du Code de Fil, M. Warren Perrin. Et on vous souhaite aussi beaucoup de chance et de succès avec les projets, que ce soit Cible 2000 ou d'autres choses avec le Code de Fil. Nous savons que ce n'est pas évident et nous vous félicitons pour tout le bon travail que vous faites, Erline Broussard. Merci. Je veux quand même vous assurer que nous avons demandé un budget, parce que c'est maintenant le temps de demander le budget. Nous avons demandé beaucoup d'argent
nous espérons et nous attendons les nouvelles du gouvernement de l'État de la Louisiane et nous espérons qu'ils vont nous donner le budget qu'on demande et comme ça, on pourra sûrement assurer le développement du français en Louisiane. Alors, les gros chiens qui nous écoutent, Voilà. là, j'espère que ça ne tombe pas sur des oreilles sourdes. Voilà, Alors, merci beaucoup d'être avec nous. c'est moi Et qui te bonne remercie. année 95 pour toutes ces entreprises-là. Alors, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir tout de suite après avec des amis de l'immersion. À bientôt. Quoi tu fais? Jean, tu vois, tu passes la lèche dans l'hameçon, comme ça ici. Tu vois? Ouh, il fait chaud, Jean. Il fait chaud, le soleil est chaud. Mais c'était tellement beau être avec toi aujourd'hui. Alors bonjour, nous sommes de retour maintenant avec du monde de l'immersion française à Lafayette. Brian Como, qui est vice-président du groupe des parents, les Amis de l'immersion. Bonsoir Brian. Bonsoir Charles. Et Samuel Hébert, qui est un élève à la 3e grade, je crois, en immersion, n'est-ce pas? Deuxième grade. Au 2e grade, excuse-moi. Et Aaron Daigle, qui est 2e grade aussi? Oui. Oui, en immersion. À quelle école? S.J. Montgomery. S.J. Montgomery. Et c'est où S.J. Montgomery, Samuel? Au Foreman Drive. Ah, c'est à Lafayette, hein? Oui. Ouais. Alors, nous allons causer un peu avec vous, mais on va demander à M. Como de nous dire un peu comment ça, qu'est-ce que c'est l'immersion en Louisiane aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a le programme de 30 minutes dans les écoles élémentaires, et il y a plusieurs paroisses maintenant qui commencent l'immersion. Et qu'est-ce que c'est? L'immersion, je pense, plus simplement, c'est un programme où les élèves suivent leur cours à moitié en français et à moitié en anglais. Alors, habituellement, dans une classe d'immersion, les enfants vont commencer le matin, par exemple, pour la première moitié de la journée en français, où ils vont apprendre peut-être les mathématiques, les sciences, etc. en français, le français comme tel. Et là, l'après-midi, un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse va venir dans la classe pour leur enseigner l'anglais. Alors, ça donne aux enfants l'occasion de pratiquer le français pendant 2 ou 3 jours par journée. Oui. Alors, ils ont à peu près 60% de leur journée en français. À peu près, oui. Et quelles sont les paroisses qui ont des programmes d'immersion dans l'État? Actuellement, ça existe dans la paroisse de Quelquechue, au Lac-Charles, dans la paroisse d'Assomption, à Pierre-Part, à Lafayette, à 3 écoles, S.J. Montgomery, Prairie et Myrtle Place, dans la paroisse d'Acadie, à la Pointe-à-l'Église, et dans la paroisse d'Orléans, dans le Montessori School, dans cette ville. Et est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est une réussite? Oui, et je dois dire aussi dans la paroisse Saint-Martin à Cecilia. Ah oui. Oui, c'est une réussite. Depuis, je pense, 3 ou 4 ans, chaque an, on ajoute des nouvelles écoles dans le programme. Cette année, ils ont commencé à Church Point, à l'église, dans la paroisse d'Acadie. Alors, oui, ça marche très bien. Le programme le plus ancien, c'est au Lac-Charles? Au Lac-Charles, oui. Ils sont rendus à quelle année maintenant? 11e, je crois. 11e. Alors, les enfants qui sont à ce niveau-là sont à toute fin pratique bilingues, oui, exactement. Parlent le français couramment. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'avantage d'après vous? Est-ce que vous avez des enfants dans le programme? Non, non, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas des enfants, mais depuis quelques années, je m'impliquais dans
dans le mouvement pour le français en Louisiane et comme, par exemple, mon épouse est maîtresse dans une école d'immersion dans la paroisse de Lafayette où elle enseigne l'anglais aux élèves d'immersion. Mes parents, tous les deux, étaient des éducateurs. Alors j'étais toujours intéressé dans l'éducation. Alors je trouvais que c'était une bonne niche pour moi pour travailler avec les enfants, pour travailler avec l'éducation. Et on va revenir là, on va parler des parents, des regroupements de parents et l'apport qu'ils font eux aussi. Mais je veux demander à Aaron. Aaron, ton nom de famille, qu'est-ce que c'est déjà? Daigle. Daigle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas. Tu connais pas? C'est pas un... Qu'est-ce que c'est un aigle? C'est un grand oiseau. C'est un grand oiseau, oui. Et alors, mais c'est français, ça? Oui. Le nom d'aigle. Est-ce qu'il y a du monde dans ta famille qui parle le français? Oui, mon grand-mère et mon grand-père. Oh, les deux. Et est-ce qu'ils habitent à Lafayette? Non. Non? Où est-ce qu'ils habitent? Pierre-Part. À Pierre-Part. C'est quelle paroisse, ça? Assomption. C'est l'Assomption, ça. Est-ce qu'ils ont un programme d'immersion là-bas? Oui. Oui. Et tu parles en français avec tes grands-parents? Beaucoup. Plus en français ou plus en anglais? Plus en français. Plus en français. Et de quoi vous parlez? Beaucoup de choses. Comme quoi? Le chien de ma grand-mère. Et je connais pas. Ils ont des animaux là-bas? Oui, il y a 4 chiens. 4 chiens? Comment ils s'appellent? Un s'appelle Nancy, un s'appelle Jacqueline, une autre s'appelle Jacques et une autre s'appelle Buck. C'est des bons noms. Surtout Buck, j'aime ça beaucoup. Et Samuel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français dans ta famille? Oui, ma grand-mère. Ta grand-mère. Et où est-ce qu'elle habite? Arneville. À Arnaudville. Est-ce que tu sais quelle paroisse c'est, ça? Non. C'est pas Lafayette, hein? C'est la paroisse de Saint-Martin. Et tu crois que ta grand-mère est contente que tu es dans un programme d'immersion en français comme ça? Oui. Et toi, tu aimes ça? Oui. Pourquoi tu aimes ça, parler le français? Parce que c'est pas tous les enfants dans l'école qui parlent le français. Vous êtes un peu différents, hein? Oui. Mais tu aimes ça? Oui. Pourquoi? Je connais pas. C'est spécial, hein? Tu parles une autre langue, tu parles 2 langues et les autres parlent juste une langue. Et Brian, il y a beaucoup de parents qui sont très impliqués avec ce programme-là. Et toi, toi-même, tu es vice-président des Amis de l'immersion. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est correct. Lorsque le programme était commencé dans la paroisse de Lafayette en l'automne de 1992, nous avons très vite constaté qu'il n'y avait pas vraiment le soutien financier qu'il fallait pour assurer le succès du programme. Alors, avec des parents, j'ai fondé une société à but non lucratif qu'on appelle les Amis de l'immersion, qui existe et qui est consacré au soutien du programme d'immersion. On essaie d'augmenter des fonds pour acheter des matériaux pédagogiques pour les classes. Vous pouvez imaginer que il n'existe pas vraiment par exemple des livres en sciences ou en maths écrits en français aux États-Unis. Alors, il faut qu'on les commande des autres pays, du Québec ou de la France, etc. On essaie aussi d'établir des liens avec des regroupements de parents et des organismes de soutien dans des autres pays, encore le Québec ou la France, qui nous envoient souvent une fois des livres
des livres de contes pour les enfants pour qu'ils aient l'occasion de pratiquer la lecture. Ça n'existe pas vraiment non plus ici en Louisiane. Des livres, juste des livres dans les bibliothèques, des livres à Walden Books ou Books A Million où on peut aller acheter des livres en français pour les enfants, ça n'existe pas. Alors, on est très reconnaissant de l'aide qu'on reçoit des autres pays. So let me ask you this. If someone watching right now gets the idea, hey, we should have a French immersion or a second language immersion program in our parish, what would one need to do from your experience? You need to work with the school board and with the parents. You first have to prove to the school board that the interest exists, and I think that's what was done first in Lafayette Parish. A survey was sent out to all of the kindergarten students in, I guess, 1991, which showed that, and the parents who responded showed that 1/3 of the parents were ready, without knowing more about the program, to place their children in such a program. 1/3 wanted to know more information, and 1/3 weren't interested. So it became quite apparent that there was enough interest to fill classes. And that has proven to be the case. They're waiting lists at all the schools in Lafayette Parish to get into the program. So you have to establish the interest. You have to work with the school board. You have to find principals who are interested in having it in the school, because we've learned that that's one of the absolutely vital elements to a successful program, is having a supportive principal. And it's in a sense political, because you have to convince this political body, which is the school board, to allow the program to be started. And usually once the program started, it's successful, because the students make progress and do very well. And there's usually a lot of parental and community involvement. OK. Alors, nous avons la preuve du progrès ici. Et je vais vous demander, mes amis, là, qu'est-ce que... Vous avez fait une pièce de théâtre, vous m'avez dit, là, pour Noël. Oui. Qu'est-ce que c'était? Le Vœu de Noël Cajun. Le Vœu de Noël Cajun. Et qui étaient des personnages là-dedans? Minoun, le père, le chien, le raveur. Un raveur, il y avait un raveur. Il y avait des cocodrilles, hein? Et Père Noël. Et qu'est-ce que le Saint-Nicolas disait, là, pour faire bouger les cocodrilles? Ha Gaston, ha Tibor, Soko et Ninette, G.A.C., Yip Pompon, Alphonse et Olivette. Bon, ben avec ça, on va vous laisser. Alors, merci beaucoup à tous. Et qu'est-ce qu'on va souhaiter à tout le monde? Joyeux Noël et bonne année. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va dire simplement joyeux Noël et bonne année, et à la semaine prochaine. Alors, au revoir.